monsieur professeur Philippe Dupichot, qui est professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne de France. Professeur Dupichot va nous partager les idées sur la genèse et le rayonnement du Code civil français et la codification européenne contemporaine. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup, cher Angel Chopov. Avant toute chose, je souhaitais vous faire part de ma joie de me rendre en Bulgarie pour la première fois, à Plovdiv pour la première fois, et d'avoir le plaisir ici d'inaugurer officiellement un groupe bulgare dont il était question depuis des années et qui déjà avait soumis des rapports dans nos journées internationales et qui aujourd'hui est pleinement constitué. Et je voulais dire, au nom de toute l'association Capitan, que je suis très heureux de prendre acte aujourd'hui de la création officielle de ce groupe, et je remercie infiniment sa présidente, Malenia Novorochka, je remercie infiniment son secrétaire général, Angel Chopov, je remercie tous ceux qui ont rendu cette journée possible, Monsieur le recteur pour son accueil, Madame la doyenne, thank you very much for your kind words and your introduction in French was excellent. You are so kind, je remercie beaucoup Jaroslava Genova aussi pour le temps qu'elle a passé à rendre cette journée possible, et je suis heureux de rencontrer et de faire connaissance ici de collègues, ou de retrouver des collègues amis de nombreux pays. C'est très important. Aujourd'hui, notre association compte 50 groupes, et nous avons le projet d'organiser une journée régionale à Bucarest avec au centre nos amis de Plovdiv et de la Bulgarie. Alors, c'est très touchant pour moi de célébrer les 220 ans du Code civil des Français ici à Plovdiv, alors même qu'en France, je n'ai pas entendu parler d'une célébration de cet anniversaire. C'est dire l'émotion qui est la mienne et peut-être la déception vis-à-vis, peut-être à certains égards, de nos amis français qui n'ont pas pensé à faire cet anniversaire. Heureusement qu'il faut se rendre en Bulgarie pour célébrer cet anniversaire. Alors, je vais présenter, et je le ferai brièvement, cette intervention en 2 temps, et pour le reste, je vous renverrai à une conférence écrite. Je vais présenter, puisque c'est un anniversaire, la genèse du Code civil des Français dans un premier temps, et puis dans un second temps, j'essaierai de vous présenter et de réfléchir avec vous à son rayonnement. Alors, premier temps, la genèse du Code civil des Français. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'élaboration du Code civil? Comment a-t-il été élaboré? Je commencerai par là. Et puis, quel est l'ADN du droit continental qui se dégage de ce Code civil? J'en parlerai juste après. Alors, l'élaboration du Code civil. Le Code civil des Français a été promulgué le 21 mars 1804. 21 mars 1804, il y a tout juste 220 ans. Sa longévité et son rayonnement ont été, vous le savez, très grands. Ce Code civil est le très lointain descendant des codifications théodosiennes, puis justiniennes. Il est surtout le fruit du travail d'une commission de 4 personnes, 4 membres fondateurs qui ont préparé le Code civil des Français. Alors, très rapidement, François Tronchet, Félix Bigot de Préameneu, d'une part, Portalis, Jean-Étienne Marie Portalis, et Jacques de Maleville, d'autre part. Tous les 4 représentaient à parité la tradition coutumière, la langue dite d'Oïl, le nord de la France, il s'agit de Tronchet et Préameneu, et la tradition de droit écrit, de droit romain, c'était des romanistes, du sud, de la langue dite d'Oc, et là, il s'agit de Portalis et de Maleville. Donc, un travail de tradition et de parité, et des jurisconsuls qui, en moins de 5 mois, ont élaboré le projet de l'an 8 qu'ils ont présenté, on l'oublie parfois, en 1801. En janvier 1801, le projet était prêt.
Souvenons-nous aussi que, pour travailler aussi vite, ces pères fondateurs du Code civil, qui étaient tous des praticiens, tous étaient des anciens avocats au Parlement, c'était des praticiens et des juges, pas d'universitaires, eh bien ils ont puisé dans les travaux de deux grands jurisconsultes français, Domat et Pottier, et en s'inspirant de leurs travaux, cela leur a permis de travailler en moins de 5 mois. Ce projet de l'an 8, il a été soumis aux cours pour consultation. Napoléon Bonaparte, le premier consul, s'en est saisi. Il s'est intéressé de près à l'élaboration du Code civil et au bout de 4 ans, ce Code civil est voté en 36 lois. 36 lois. Le nom de la loi, c'est la loi du 30 Ventose en 12, et promulguée donc, je le disais, le 21 mars 1804. L'article 7 de la loi qui promulgue le Code civil est important parce que l'article 7 a abrogé tout l'ancien droit. Tout ce qu'il y avait avant le Code civil des Français a été abrogé par cette loi dont l'objectif était d'asseoir l'autorité du Code civil des Français. Et c'est pourquoi l'article 7 de la loi du 30 Ventose en 12 qui promulgue le Code civil des Français énonce: à compter de ce jour, les lois romaines, les coutumes cessent d'avoir force de loi dans les matières qui forment l'objet du présent Code. Donc on assoit l'autorité du Code civil des Français. Il y a un avant et il y aura un après. Alors, le Code civil est élaboré. Que retenir? Quel est son ADN? Quel est son DNA? Qu'est-ce qui fait l'essence du droit continental et de la codification qui nous réunit si nombreux dans le monde et qui nous réunit nombreux aujourd'hui, physiquement ou en ligne? Alors, nos pères fondateurs, ces 4 rédacteurs du Code civil, Portalis en premier, dans son discours préliminaire, nous présente une vision très élevée de la mission du législateur. Portalis, dans son discours préliminaire, dans lequel il présente le Code civil, énonce, je cite, « La science du législateur consiste à trouver les principes les plus favorables au bien commun. » Vous en parliez tout à l'heure. L'office de la loi est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. L'office de la loi est d'établir des principes féconds et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Et Portalis d'insister, c'est aux magistrats, c'est aux jurisconsultes pénétrés de l'esprit général des lois à en diriger l'application. Alors, ce discours de présentation du Code civil, qui date de 1801, qui est un discours célèbre sur la science du législateur, eh bien, on peut en dégager 3 propositions, 3 idées, qui, je crois, caractérisent l'ADN, l'essence du droit continental et de la codification. Premier principe, première idée. Le législateur doit arrêter de grands principes. Il ne doit pas se perdre dans des détails laborieux et il doit s'appuyer sur le juge, il doit s'appuyer sur la doctrine et il doit s'appuyer sur les praticiens pour mettre en œuvre ces grandes vues et ces principes généraux. Il est donc erroné, me semble-t-il, de croire qu'en pays de codification, le juge n'aurait pas de mission majeure. Il a une mission majeure d'après Portalis. La logique et le syllogisme juridique qui s'en issue, c'est une logique déductive, des grands principes dont on va déduire des applications au cas d'essence. Deuxième idée à retenir, je crois. Dans le Code civil des Français, on trouve, selon la tradition romaine, 3 grands livres, 3 grandes subdivisions. Les biens, personne avant les biens, et les manières dont on acquiert la propriété. Personne, bien, propriété. Pourquoi 3 livres? Parce que ces 3 livres forment, dans tous les pays de droit continental,
les 3 briques de toute société humaine. Dans toute société humaine, ce sont des personnes physiques ou morales qui échangent des richesses, des biens, par des contrats. Personne, bien, contrat, ce sont les 3 briques de toute construction humaine et ce sont les 3 briques qu'on va retrouver à minima dans tous les codes. Il y aura au moins ces 3 lignes. Jean Carbonnier, le juriste français, il verra les 3 piliers du Code civil, 3 piliers dans lesquels il voyait la constitution civile de la France. Le Code civil était pour Carbonnier non pas sa constitution politique, mais sa constitution civile. Les acquis révolutionnaires se trouvent en effet consacrés avec mesure et sans hubris, sans excès dans le Code civil. Quels sont ces acquis? Rappelons-le, la liberté contractuelle, la propriété individuelle, l'égalité des individus et la sécularisation du droit et des institutions. Alors, cette codification a emprunté à Descartes, au discours de la méthode, au cartésianisme, ce qu'il y avait, je crois, de plus utile. La législation civile est dorénavant ordonnée de façon logique et thématique, ce qui en garantit la simplicité et l'accessibilité. Et je voudrais un instant rappeler, et on l'oublie parfois, qu'un code, c'est fondamentalement un plan. Et personne ici ne se déplacerait de Plovdiv à Sofia, ou de Sofia à Bucarest, sans utiliser un plan, généralement sur son smartphone, parce qu'un plan est ce qui permet de se déplacer géographiquement d'un point A et d'un point B avec efficacité, simplicité, et un plan est ce qui permet de présenter le cheminement de la pensée d'un législateur d'une façon simple, linéaire et accessible. Et un plan, c'est extrêmement utile de ce point de vue-là, en géographie comme en légistique. Alors Stendhal louera la sobriété, la clarté de la plume d'un législateur qui est peu versé dans la théorie, qui est peu versé dans l'académisme. Et de ce point de vue-là, la différence d'approche avec l'autre grande tradition germanique, dont il sera certainement question tout à l'heure, celle du BIGB de 1900, qui est plus scientifique, peut-être plus abstrait, est tout à fait intéressante. On a 2 approches différentes de la codification. Voilà pour mon premier point sur la genèse du Code civil. Dans ce second temps, je voudrais envisager avec vous le rayonnement du Code civil des Français. Alors ce rayonnement, il a été, vous le savez, considérable, et cela a été rappelé tout à l'heure en introduction. Je voudrais dire quelques mots du rayonnement passé, actuel et futur du Code civil des Français. Hier, aujourd'hui et demain. Alors hier, le rayonnement du Code civil des Français, promulgué en 1804, a été très grand et au plan national et au plan interne, il a largement éclipsé celui des autres grands codes napoléoniens. Le Code de procédure civile de 1806, le Code de commerce de 1807, qui était aussi un grand code, le Code pénal de 1810, qui étaient tous des grands codes, ont, en dépit de leur qualité, eh bien, n'ont pas joui d'un tel prestige. Le Code civil occupe, en France, en Europe et peut-être dans le monde, une place inégalée dans l'imaginaire collectif, et tout petit Français aujourd'hui, et encore beaucoup d'Européens, savent très bien que Napoléon est le père du Code civil français. Alors il faut le dire, ce Code civil, il a parfois été imposé par la force et par les baïonnettes des armées napoléoniennes à l'étranger. Mais il a aussi, indépendamment parfois de son application par la force des baïonnettes, il a aussi été une source directe d'inspiration pour de très nombreuses codifications. Source directe d'inspiration au XIXe siècle pour les Pays-Bas en 1837, pour l'Italie en 1865, inspiration italienne qui va inspirer en retour le droit bulgare avec la loi sur les contrats et les obligations de 1892, en Roumanie également en 1865, au Portugal en 1867, Espagne 1889, en Amérique du Sud, le Chili en 1855, l'Argentine en 1869, le Québec en 1866. Alors,
rayonnement prodigieux au XIXe siècle, et puis, après, double concurrence. Concurrence du BGB, Bürgerliches Gesetzbuch de 1900, qui entre en vigueur le 1er janvier, et dont le rayonnement a été aussi colossal, et en particulier notamment en Asie, au Japon, en Corée. Et puis, autre vecteur de concurrence au Code civil des Français, la tradition de common law, qui prend de l'importance à mesure que l'Empire britannique et puis la nouvelle puissance des États-Unis se développent, réputé d'ailleurs plus business-friendly, à tort ou à raison, que le droit continental. Malgré tout, et en dépit de cette nouvelle concurrence, le Code civil continue d'être une source d'inspiration majeure après 1900, après l'adoption du BGB, notamment au Brésil en 1916, au Liban en 1932. Alors, rayonnement passé au XIXe siècle, quel est le rayonnement actuel, aujourd'hui, hic et nunc, du Code civil de 1804, 220 ans après? Alors, si l'on réfléchit un instant sur les statistiques, on remarque que aujourd'hui, il ne reste plus qu'un tiers d'articles, mais tout de même un tiers des articles du Code civil qui datent de 1804. Aujourd'hui, encore un tiers des articles datent de 1804. En 1964, c'était 70% des articles qui n'avaient pas changé. Et puis en 2000, c'était 40% des articles qui n'avaient pas changé. 1700 articles d'origine encore en 1964, 1115 articles d'origine encore en 2000. Aujourd'hui, on est à environ 30% des articles des 2281 articles de 1804. Alors, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que le Code civil a su s'adapter grâce aux juges et il a su se rénover grâce aux législateurs. Il a su s'adapter grâce aux juges, puisqu'évidemment la France de 2024, des villes industrielles, technologiques, numériques, touristiques, n'est pas celle des campagnes de 1804, cela va de soi. Les modèles familiaux ont évolué, la propriété et ses sujétions se sont complexifiées, il y a des sujétions publiques aujourd'hui de plus en plus sur la propriété. Mais surtout, ce qui a caractérisé la période récente, c'est le rôle créateur de la jurisprudence. Et là, je ne peux pas ici ne pas citer Henri Capitant, le père de notre association, qui est un des premiers juristes, en tout cas en France, à avoir insisté sur le rôle créateur de la jurisprudence. En 1934, Henri Capitant rédige une préface à un ouvrage qui va devenir une bible pour tous les étudiants français, les grands arrêts de la jurisprudence civile. Et Henri Capitant énonce « La jurisprudence est », il écrit ça il y a 90 ans jour pour jour, en 1934. « La jurisprudence est, bien qu'on l'ait contestée, une source de droit comme la loi elle-même, et cette source devient de plus en plus abondante à mesure que la loi vieillit. » La loi vieillit, le Code civil devient de plus en plus âgé, le rôle de la jurisprudence gagne de l'importance. Sans cet apport de la jurisprudence, sans ce rajeunissement incessant, les lois vieilliraient et se dessécheraient. Alors, il en est résulté, évidemment, une jurisprudence de plus en plus présente, un droit français qui, sur certaines questions, notamment de droit des contrats, devenait presque prétorien, parce qu'on allait regarder les solutions jurisprudentielles, modernes, qui avaient adapté un code civil, lui, qui devenait de plus en plus vieux. Donc, adaptation par le juge, mais aujourd'hui, de plus en plus, rénovation par le législateur. La rénovation du Code civil des Français a été engagée. On a essayé, entre 1945 et 1955, de le rénover en entier. C'était la commission présidée par Julieu de la Morandière, 12 membres qui ont travaillé pendant 10 ans, 1945-1955, en vain. Leurs travaux sont intéressants, mais sont restés lettres mortes. Le législateur n'est pas arrivé à rénover tout le Code civil d'un coup. C'est trop difficile. Il faut peut-être un Napoléon, peut-être un despote éclairé pour y arriver. Aujourd'hui, on rénove le Code civil par étapes et par partie. 2 révolutions tranquilles du droit privé ont eu lieu. La première, elle a eu lieu sous l'égide de Jean Carbonnier,
entre 1964 et 1977. Entre 1964 et 1977, sous l'égide de Jean Carbonnier, désigné par le garde des Sceaux, eh bien, on conduit une révolution tranquille du droit privé. C'est le mot de Gérard Cornu, qui a été vice-président de notre association. Le droit de la famille, le droit des personnes, des incapacités, de l'indivision, de l'autorité parentale, tout y passe. Et puis, depuis 2005, on assiste à une deuxième révolution tranquille du droit privé. Et je crois que l'histoire du droit civil retiendra peut-être que c'est une révolution tranquille du droit privé que nous vivons, parce que depuis 2005, les réformes ont été aussi extrêmement nombreuses et le législateur a souhaité rénover notre droit privé, droit des incapacités, droit des successions, mais surtout droit des contrats en 2016, droit des sûretés en 2006 et en 2021, droit des contrats spéciaux en ce moment, et l'association Capiton a souhaité prendre toute sa part dans cette révolution tranquille du droit privé, puisque nous sommes convaincus qu'un code c'est un plan, qu'un code c'est un instrument formidable, vous le rappeliez tout à l'heure, à condition que ce code soit tout de même à jour et à condition que ce code présente des grands principes ordonnés d'une façon satisfaisante. Alors demain, et je terminerai par là, parce que j'ai déjà été assez long, quel sera le rayonnement du Code civil demain? Je penserai plutôt au rayonnement de la codification, plutôt que le Code civil. Parce que le Code civil, c'est un contenu, mais c'est aussi un style. Et ce style de la codification, je crois qu'il a vocation à rayonner demain davantage que par le passé, notamment à l'échelon de l'Union européenne. Et je voudrais simplement signaler et partager avec vous aujourd'hui cette curiosité. L'Union européenne, dont la Bulgarie et la France sont membres, l'Union européenne qui compte 27 membres, pratique quotidiennement la codification. 24 États membres sur 27 sont des pays de tradition continentale. Seul Chypre, Malte et l'Irlande, 6 millions d'habitants, sur 450 millions, ne pratiquent pas la codification. Comment se fait-il que le droit de l'Union européenne, composé d'États qui ont tous des codes, qui ont tous des plans, lorsqu'elle légifère sans code, légifère sans plan, légifère par des directives, avec des opt-in, des opt-out, des communications, des propositions, en anglais, pas toujours en français, en allemand, en espagnol. Et nous pensons qu'il est temps que l'Union européenne se réenracine dans la culture codificatrice de ses États membres, de façon à rendre son droit plus accessible pour les citoyens européens que sur le site de Raleigh. Et nous nous engageons et nous faisons ce qui est notre possible, l'association Capiton, pour que le droit de l'Union européenne puisse être codifié à droit constant. Il y a eu des accords institutionnels, Commission, Parlement et Conseil pour codifier le droit de l'Union, mais ça n'a pas encore été fait. J'espère que ça sera fait dans un second temps. Et puis aussi, pour adopter des instruments pour permettre aux entreprises européennes de commercer plus facilement, puisqu'aujourd'hui, si nous avons un marché commun pour 27 pays, une monnaie unique pour 19, la Bulgarie doit nous rejoindre dans la zone euro le 1er janvier 2025, mais 1er janvier 2025 c'est demain, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas nous continuons d'avoir des règles du jeu différentes, une fragmentation des marchés dont M. Enrico Letta s'est ému dans son rapport sur l'avenir du marché commun le mois dernier. Il recommande de reprendre une proposition que l'association Capiton a faite il y a quelques années d'un code européen du droit des affaires, notamment d'une société européenne simplifiée permettant que tout entrepreneur en Europe puisse se constituer sous forme d'une structure sociétaire qui soit la même dans tous les pays de l'Union, puisse emprunter avec un prêt européen, puisse donner des garanties européennes à son banquier, qui sait, puisse, si jamais, malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous, faire, le cas échéant, l'objet d'une procédure collective européenne. Je pense que beaucoup reste à faire, et je pense que la codification a beaucoup à apporter pour replacer l'Europe au service des citoyens, pour rendre le droit de l'Union accessible, simple, parce que trop souvent, on a le sentiment que c'est un droit venu d'ailleurs, désincarné, qui ne nous concerne pas, il nous concerne. Il prime sur les droits nationaux. Il y aurait tout à gagner à ce qu'il soit ordonné par thème et selon un plan. Je vous remercie de votre attention.